Espace TV, le 22h. « 22h à Djilibakoro, même heure à Conakry. Merci de regarder Espace TV. Bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. Le dossier commissaire Fabou Kamara, Oumar Silla, Fonike Mengue, les débats se sont poursuivis ce lundi à la cour d'appel de Conakry. Le commissaire accusé d'arrestation arbitraire, dénonciation calomnieuse, menaces, violences et injures rejette en bloc les chefs d'accusation. Le collectif des partis de l'alternance CPA opte pour une durée de la transition pour 3 ans. Les membres l'ont fait savoir ce lundi, même s'ils fustigent la rebaptisation de l'aéroport et l'exclusion de certains partis politiques dans la composition du CNT. L'enseignement technique et professionnel, le secteur de plus en plus attire des jeunes apprenants. Les raisons sont simples, décrocher le plus tôt que possible un emploi et pouvoir subvenir aux besoins familiaux. C'est notre angle de ce soir réalisé par Marissa Kamara. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Commissaire Fabou et Oumar Silla, alias Fonike Mengue, étaient face à face encore ce lundi à la cour d'appel de Conakry. L'actuel coordinateur du FNDC accuse l'ex-directeur général de la police judiciaire d'arrestation arbitraire, dénonciation calomnieuse, menaces, violences et injures. Malik Sangana Kamara et Mohamed Kapelo Silla ont assisté à l'audience. Suivez leur compte rendu. Fabou Kamara à la barre. Le juge lui pose la question. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? La réponse est non. Fonike Mengue n'a jamais été victime de mauvais traitements pendant son séjour dans nos locaux. Il était dans le bureau du commandant de peloton où moi-même je partais me rassurer de son état, a expliqué commissaire Fabou. Ce que nous ne comprenons pas derrière ce dossier, c'est que M. alias Fonike Mengue lui-même reconnaît avoir été présenté au procureur. Et il soutient que le procureur aurait dit que tous les actes posés par la PJ, la police judiciaire, étaient nuls. Mais par la suite, il s'est retrouvé à la maison centrale. Il ne poursuit pas monsieur le procureur, mais poursuit l'OPJ. Pourquoi Fonike a-t-il été mis aux arrêts? Renchérit le juge. Le nommé Fonike a posé des actes qui portent atteinte à l'ordre public et révolte contre les agents des forces de l'ordre. Rappelle Fabou Kamara pour se défendre. Évoquant les conditions d'arrestation de son client, Maître Salifou Béabogui s'est adressé à l'accusé en l'interrogeant si les agents étaient munis d'une convocation ou d'un mandat. Que toutes ces irrégularités étaient portées systématiquement et par écrit à la connaissance de M. le procureur de la République, mais qui ne réagissait pas. Nous avons tous ces courriers. Je crois que d'autres seront produits le moment venu dans ce dossier. Chaque fois qu'un citoyen a été arbitrairement arrêté, nous l'avons écrit, nous l'avons réécrit, nous avons dénoncé, mais il n'a jamais agi. Fonike Mengue dit avoir été kidnappé accompagné de violences physiques et verbales. Par la suite, embarqué mani militari dans un pick-up direction Villa 26 avant d'être reconduit à la DPJ pour audition. Pour Oumar Silla, son seul péché était d'être opposé au 3e mandat du professeur Alpha Condé. L'audience a été renvoyée au 28 février prochain pour la suite des débats. Parlons toujours justice. L'exécution d'un acte notarié oppose le ministre Mori Condé à l'entrepreneur Souleymane Ba sur une affaire de 2 milliards de francs guinéens. Ce dernier a contracté ce montant en 2016 des mains de l'agent de développement communautaire devenu aujourd'hui ministre. Selon les documents présentés par l'huissier de justice, les calculs font état de plus de 13 milliards de francs guinéens. Conséquence, les biens du contractant sont saisis dans son usine de fabrique de brouettes à Koza. Mamoudou Boulere Diallo, Ibrahima Sorissouma. L'entrepreneur Souleymane Ba n'a plus le contrôle de son usine de fabrique de brouettes. En cause, un montant de 2 milliards de francs guinéens qu'il a contracté avec l'actuel ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Condé, en 2016 pour faire des travaux d'extension de son usine. Le retard dans le paiement a engendré des frais que le débutant dénonce. Il parle de falsification de preuves. Son notaire
a dit qu'il a falsifié le document et que je ne le dois rien. Maître Fana, François Bangoura, qui a écrit à la présidente du tribunal de première instance de Dixine pour la demander d'annuler l'acte, il est faux. Pourtant, l'huissier de justice soutient le contraire et taxe Souleymane Ba de mauvaise foi ayant refusé de payer l'argent durant 5 ans. À lui de tirer toutes les conséquences, déclare-t-il. Le concerné dénonce un coup de force. Les avocats de M. Mori Kondé ont saisi notre cabinet afin d'exécuter ce acte notarié. On est venu en premier temps, on a pratiqué la saisie en 2021. Quand on a pratiqué la saisie, lui-même il nous a montré ses biens. Et l'usine là fait partie de ses biens. Non, ils sont rentrés dans l'usine. Ce jour, moi personnellement, je n'étais pas là. Ils ont demandé de non pour vous dire que ce n'est pas vrai. Pourquoi le délibéré du jugement, c'est aujourd'hui lundi, pourquoi ils n'ont pas attendu que la justice finisse de statuer avant de venir démanteler l'usine? D'après les calculs avec l'application des intérêts moratoires légaux, Souleymane Ba doit maintenant 13 milliards 950 millions 307 800 francs guinéens à Mori Kondé, un montant qu'il ne reconnaît pas. À date, on a saisi au fait l'usine et ses accessoires. Conformément à l'acte de saisie-vente, il y a des camions qu'on avait saisis. Au fait, ça c'est sous-saisi, comment dirais-je, dans nos mains. Le bâtiment et les équipements saisis font plus de 50 milliards. On peut commettre des experts aujourd'hui pour venir constater. L'affaire se trouve pendante devant la Cour suprême et celle-ci devrait statuer là-dessus le mercredi 16 février 2022. Des personnes dont le fils de Souleymane Ba ont été interpellées. Il pourrait être accordé au CNRD 3 ans pour organiser les élections générales. C'est du moins la proposition de chronogramme que le collectif des partis de l'alternance CPA fait au CNRD. Lors d'une conférence de presse lundi à Conakry, le collectif a par ailleurs dénoncé ce qu'il appelle le clientélisme et l'exclusion qui ont prévalu à la désignation des 15 membres de la classe politique pour le CNT et la rebaptisation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Nos reporters Fatoumata Bintabari et Ibrahima Souri Kamara étaient sur place, suivez leur reportage. Le collectif des partis politiques pour l'alternance s'est basé sur l'article 35 de la charte pour exhorter le CNRD à dévoiler sa structure et sa composition. Il estime que la Constitution, le Code électoral et l'organisation des élections devraient être le leitmotiv des nouvelles autorités. La transition dans notre pays doit s'accentuer sur la Constitution, le Code électoral, l'organisation du référendum et des élections générales, le recensement biométrique général de la population, le fichier électoral, la mise en place d'un organe de dialogue permanent, la réconciliation nationale et la moralisation de la vie publique à travers des audits non exclusifs et la publication des résultats des audits de la mauvaise gouvernance du passé. Pour une transition réussie, ces hommes proposent un chronogramme allant jusqu'en septembre 2024. En ce qui concerne le chronogramme, nous pensons pour une durée de 3 ans, avec un programme bien défini, la Guinée pourra sortir de cette transition en écrivant une nouvelle page de son histoire. Le collectif des partis pour l'alternance a salué la création de la CRIEF et la nomination des membres du CNT, même s'il fustige d'autres actes dans cette procédure et la rebaptisation de l'aéroport international. La communauté nationale et internationale, que les actes d'exclusion, de discrimination, d'injustice ne seront plus tolérés en République de Guinée par l'écrasante majorité des Guinéens. Des griefs jugés inopportuns pour certains. Néanmoins, le CEPA exhorte le CNRD à respecter et à faire respecter la charte. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée a rencontré ce lundi les responsables du Front national pour la défense de la Constitution. Objectif, recueillir les préoccupations du dit mouvement, devenu aujourd'hui une sentinelle de la démocratie en République de Guinée, afin de savoir comment soutenir et aider la Guinée dans cette phase de transition. Mamadou Saliouba Aliouba.
l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au siège du FNDC. Accompagné d'une analyste au ministère des Affaires étrangères britannique, David McElroy est venu écouter les responsables du mouvement, devenu le gardien de la démocratie en Guinée. C'est important pour nous de parler avec les différents acteurs politiques dans le pays, de bien comprendre leurs soucis, leur position, et ça peut nous bien informer de comment nous pouvons aider le pays vers la démocratie. Dans la vie politique guinéenne, le FNDC est presque incontournable. C'est encore le seul mouvement capable de demander un calendrier électoral au CNRD ou de contester un délai jugé inapproprié. Alors autant discuter pour une bonne transition suivie d'élections libres et transparentes. C'est notre position de voir les élections transparentes, crédibles, sans beaucoup de retard, mais il faut reconnaître certaines étapes qui sont nécessaires avant les élections et les discussions comme aujourd'hui sont très utiles pour ça. La rencontre n'a pas connu assez de protocole et n'a duré qu'1 heure de temps, mais suffisant pour que le FNDC, sans son nouveau coordinateur, puisse dévoiler aux diplomates ses plus grandes préoccupations, notamment la durée de la transition encore inconnue et le manque d'un cadre de concertation entre le CNRD et les forces vives. La transition est une période d'exception et dans une période d'exception, la base de la gouvernance doit être le consensus ou le dialogue. Donc c'est pourquoi nous avons insisté là-dessus et nous pensons qu'il y a d'autres impairs également que nous avons communiqués aux officiels britanniques. Je crois qu'ils ont pris bonne note et parce que c'est notre rôle de plaidoyer également pour la réussite de la transition. Le diplomate britannique à l'écoute, il projette de rencontrer certains acteurs afin de relever toutes les préoccupations et proposer des solutions pour une bonne transition. L'autre actualité, 2 morts et 33 blessés, dont 6 enfants. C'est le dernier bilan d'un accident de la circulation survenu ce dimanche à Dalabani, dans la sous-préfecture de Gberedoun Barnama, sur la nationale Kouroussa-Kankan. Alpha Omar Koïtsa et Djibril Kabak Kamara, reportage. Ce camion remorque en panne immatriculé RC 7236 AR était en phase de dépannage sans aucun triangle de signalisation, encore moins un autre signal à titre indicatif lorsqu'un minibus immatriculé 3359 URG à son bord des passagers en provenance du marché hebdomadaire de Dogomé dans la préfecture de Dabola est venu se heurter avant de terminer sa course dans le ravin. L'accident s'est produit ce dimanche aux environs de 20h à Dalabani, un district de la sous-préfecture de Gberedoun-Barnama situé à 15 km de la commune urbaine de Kankan sur la nationale Kouroussa-Kankan. Bilan, un mort sur place et de nombreux blessés graves qui ont été évacués d'urgence à l'hôpital régional de Kankan où ils reçoivent actuellement des soins. Pour Ajidan Lama, l'absence de triangle de signalisation serait à l'origine de ce drame. Pour ce cas présent, c'est au fait la non-présignalisation du côté du camion qui était garé en panne. Dans ce minibus qui a été complètement broyé sous l'effet du fort choc de l'accident, l'équipe de la brigade mobile a retrouvé un montant de 2 200 000 francs guinéens. À l'hôpital régional de Kankan où les victimes ont été évacuées, le chef service des urgences nous parle de 2 morts et de 33 blessés, dont 6 enfants. Il y a eu 35 cas au total, dont 2 morts. Les 2 cas là, c'était des dépôts de corps. Donc ils sont arrivés à l'hôpital sans signe de vie. Sexe masculin, il y a eu 14, sexe féminin, il y a eu 13. Les enfants, il y avait 6 enfants. Dr Yaraboui Koivogi estime par ailleurs que la vie des blessés n'est pas en danger. La vie des patients là est hors danger. Parce que quand les 33 blessés sont arrivés à l'hôpital, on a sitôt mobilisé tout le service concerné. A rappelé que des accidents de la circulation qui se soldent souvent par des cas de mort sont devenus monnaie courante ces derniers temps dans la commune urbaine de Kankan et environ. Le dernier cas remonte d'il y a 2 semaines lorsqu'un jeune conducteur de taxi moto a fini sa course sous un camion remorque. Restons à l'intérieur du pays pour dire que le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation
poursuit sa tournée. Après une visite inopinée samedi dernier à Madina École dans la sous-préfecture de Saramoussaya, préfecture de Mamou, Guillaume Having a continué sur Dabola et Kouroussa, toujours avec le même objectif, rencontrer les acteurs du système éducatif, s'enquérir des réalités et envisager des pistes de solutions. Là-bas aussi, vous allez le voir sur les images, le constat est le même, amer pour être plus précis. L'école guinéenne a bel et bien besoin de la refondation. Il nous dit Justin Leno et Djibril Kabaka Kamara qui sont nos envoyés spéciaux. À la rentrée de Dabola, Guillaume Having est accueilli par les autorités préfectorales. Première étape, c'est une visite guidée de l'ancien bloc administratif qui abritait la direction préfectorale de l'éducation. Vandalisé par les événements de janvier et février 2007, le bâtiment est toujours abandonné à lui-même. On a fait maintes requêtes, mais il n'y a pas eu de disposition encore prise pour la réfection du bâtiment. Donc, depuis ce moment-là, la DPE, on est casé dans un réduit où les conditions de travail sont vraiment difficiles. À Dabola, toutes les écoles visitées sont en manque d'enseignants. Pire, elles sont délabrées, comme le montrent ces images. Les infrastructures qui nous manquent énormément, mais tous ensemble, nous pouvons arriver à une vie agréable dans les écoles guinéennes. Destination, la ville de Kouroussa. Nous faisons escale à l'école primaire de Moussaya, bâtie en 1963. Jamais rénovée, ici les enseignants logent dans les habitations traditionnelles construites par la communauté. Les élèves, eux, sont obligés de cohabiter avec les animaux. Pour Guillaume Having, le constat est amer, il faut vite agir. C'est ce qui nous a été instruit par le colonel Mamadi Doumbouya. Il dit, allez-y partout où se trouvent les écoles, mettez vos pieds, essayez de prendre la température, diagnostiquez, cherchez à connaître les problèmes, revenez, on va trouver des solutions. C'est ce que nous faisons. L'étape de Mamou, Dabola et Kouroussa terminée. Destination, la ville de Kankan, où le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation devra également rencontrer les autorités éducatives. Objectif, s'enquérir des réalités de l'école guinéenne et trouver des solutions. Parlons toujours école et revenons à Conakry comme pour dire que la réalité, elle est la même partout. L'école primaire Kwame Nkrumah, créée en 1981, est située dans le quartier Koloma, dans la commune de Ratoma. Cet établissement public présente tout ce qu'on peut imaginer et de paradoxes. Des bâtiments bien construits et qui imposent le respect, mais curieusement, certains élèves sont assis à même le sol et la direction est en plein air. Les causes et conséquences de cette situation, c'est avec Mamadou Sadio Baldé. Quand je vois l'école dans cet état-là, qui porte le nom d'un panafricaniste comme Kwame Nkrumah, l'école devrait être la référence aujourd'hui. Des bâtiments imposants, c'est bien clair, mais les conditions de travail sont tout simplement surprenantes. Les élèves sont entassés à 4, parfois 5 par table banc. Certains sont assis à même le sol, ce qui rend la tâche difficile à l'enseignante. Il y a des travaux en groupe, il y a des travaux individuels. Maintenant, si les bancs sont insuffisants, ils n'ont même pas où s'asseoir pour écrire. Le travail ne sera pas facile pour nous. C'est difficile pour nous les enseignants et c'est difficile pour les élèves aussi. Avec ces conditions de travail, explique Mariama Kessou Diallo, le contrôle pendant les évaluations est quasi impossible. Dans les conditions normales, avec les évaluations, les élèves doivent s'asseoir au moins 2 par table. Mais ici, on ne peut pas. Ils sont assis 3, 4, voire même 5 sur la table. D'autres sont assis par terre. Donc ceux qui sont assis par terre, là, difficilement, ils arrivent à écrire. Donc le contrôle n'est pas facile. Les élèves à même le sol et un encadrement sans direction, la faute à un groupe de manifestants qui s'en est pris à l'établissement lors des dernières élections législatives de 2020. Au dire du directeur adjoint, le contenu de la direction a été saccagé, les archives brûlées, le reste emporté. Le bureau là était équipé, c'est la direction de l'école, mais par faute de mobilier, nous sommes à la terrasse là-bas. Depuis qu'on a vandalisé ici, on n'a pas pu meubler notre direction. C'est pourquoi nous sommes là-bas, à l'air libre. La clôture avait subi la colère des manifestants. La directrice interpelle le gouvernement.
Nous attirons l'attention du gouvernement de venir à notre secours, de nous aider à voir les tables bancs et, n'est-ce pas, de mettre la clôture pour sécuriser les élèves, les enseignants. Les riverains traversent la cour. Certains voisins attendent le départ des encadreurs pour venir y jeter des ordures. Toujours pas de loi en faveur des loyers en République de Guinée. Le pays fait face à une crise sans précédent. De nos jours, les frais de location des maisons, immeubles et magasins ont considérablement augmenté au grand désarroi des citoyens. Des augmentations fantaisistes faites par des bailleurs. Selon certains témoignages, ce lundi, notre équipe de reportage s'est intéressée au sujet. Djenab Bangora et Ibrahima Sori Souma nous font le point. En Guinée, il est toujours difficile d'avoir un logement qui correspond à ton salaire ou revenu. Des agents immobiliers d'une autre catégorie, appelés les démarcheurs, ont sale réputation. Les citoyens les accusent d'aider les concessionnaires à fixer leurs prix selon leurs humeurs. Cela se caractérise par de grandes avances demandées aux locataires. Ce concessionnaire dit ne pas être de ce lot. Moi, mes locataires, quand tu viens chez moi, vous payez les cautions de 3 mois. Le caution de 3 mois, le mois que tu vas rentrer, tu commences à payer. Et puis, moi, mes loyers sont raisonnables. Et là où on paye 400 000 chez moi, les autres côtés, ils payent là-bas 1 million. Ce jeune rencontré dans son magasin à Matam est confronté à cette triste réalité comme tout autre Guinéen. Il nous explique son scénario avec son bailleur. Il nous a envoyé une convocation d'augmentation de magasin. Et puis en plus, à l'espace de 4 mois, ils disent maintenant qu'ils veulent augmenter le magasin à 1 500 000. Ils disent qu'ils peuvent nous laisser jusqu'à 1 300 000. Donc sans ça, qu'ils ne peuvent rien. Donc il nous prévient déjà d'ici 2023 qu'il va augmenter les magasins à 2 millions. Les frais des loyers varient en fonction de l'emplacement et des quartiers dans lesquels se trouvent les maisons, sans aucun regard des autorités. La commune de Ratoma en est une parfaite illustration. Vivre dans certains quartiers de la dite commune, il faut avoir les poches pleines. Pour Mamadou Insissé, le coût élevé des terrains et des matériaux de construction sont certaines raisons de la cherté des loyers. Ce faible taux d'investissement dans l'immobilier de la part de l'État est un facteur très important. Si l'État n'est pas en mesure de loger les militaires, les corps habillés, les fonctionnaires, tout le monde se retrouve à chercher le loyer, ça devient cher. Avec une population de 13,63 millions d'habitants, 55,2% vivent sous le seuil de la pauvreté selon la Banque mondiale. Et jusque-là, il n'existe aucune loi qui réglemente ce secteur dans le pays. Il est alors temps pour le Conseil national de la transition d'y penser. Le président de la diaspora malienne dit soutenir la transition conduite par le colonel Assimi Goïta au Mali. Pour Mohamed Cherif Aïdara, le pays a plus que jamais besoin de placer les bases d'une véritable démocratie et faire face aux problèmes d'insécurité au nord du pays. Quant aux sanctions économiques de la CEDEAO, Mohamed Cherif Aïdara parle de l'arbitraire contre le pays. Il a été interviewé par Ali Badara Kamara et Amara Alex Silla. Suivez. Alors que le Mali vit sous les sanctions économiques de la CEDEAO et de l'UEMOA pour le non-respect du calendrier proposé par celle-ci, la diaspora malienne vivant en Guinée trouve mieux que l'organisation des élections au Mali. Finir avec la crise qui sévit au nord du pays depuis une décennie et mettre des institutions fortes en place pour une véritable démocratie sont entre autres des lignes prioritaires de la diaspora malienne. Aujourd'hui, les gens dans des régions comme la région de Mopti et la région de Koulikoro, et ils viennent rendre leurs armes. Donc c'est de laisser ces militaires nous sécuriser avant de nous parler des élections. Pour Mohamed Cherif Aïdara, les sanctions visent uniquement à affaiblir l'économie malienne pour une autre crise couplée à celle politico-militaire. Il n'est nulle part prévu de fermer les frontières aériennes et terrestres. Il n'est nulle part prévu de geler les avoirs d'un pays membre et il est nulle part prévu de sanctions économiques. Donc comment se fait-il que les chefs d'État de la CEDEAO, sachant bien que cela n'existe pas dans les textes, puissent l'appliquer? Donc nous dirons que c'est arbitraire. Depuis la prise des sanctions contre le gouvernement de transition au Mali,
La Guinée est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui a maintenu ses frontières ouvertes avec le Mali. Un acte salué par la diaspora malienne qui ambitionne la création d'une fédération entre ces deux pays. 3 millions de Sénégalais vivent des ports de Sénégal. C'est grâce aux importations maliennes. Donc on veut importer à partir d'ici, agrandir le port de Conakry et faire la route jusqu'à Cancan et reprendre les rails. Par ailleurs, la diaspora malienne salue la présence des mercenaires russes au nord du Mali et estime que les 90% du territoire occupé par des rebelles seront retournés au peuple malien d'ici la fin du mois de mars. Le jour de la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui, c'est bien le 14 février. Il est considéré dans nombreux pays comme la fête des amoureux. En Guinée, ils sont également nombreux ceux qui fêtent cette solennité. Rosaline Goto-Monemou, Ibrahima Sori Kamara ont interrogé certains. Suivez. Le 14 février de chaque année est célébrée dans le monde la fête des amoureux. À l'occasion de la Saint-Valentin, les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Thérèse Lama invite les couples en désaccord à mettre cette journée à profit pour se réconcilier. L'amour, c'est la joie. Et quand tu es avec ton mari, il t'aime, tu l'aimes, donc vous devez fêter la fête. Même si tu n'es pas d'accord avec ton mari, aujourd'hui, il faut faire la paix, il faut sortir, c'est la joie, quoi. Cet artiste promoteur célèbre cette journée de Saint-Valentin avec son épouse. Le couple, à travers leurs œuvres musicales, parle souvent de l'amour. Ma femme, elle est artiste aussi, Belle Kouyaté, elle a même chanté un son d'amour, Marafa Ifoye. Donc, moi, c'est ce qui est de l'amour déjà. Donc, parce que je suis dans ça. Et puis mes compositions aussi avec elle, c'est dans ça. Si certains se déplacent d'un point A à un point B pour la Saint-Valentin, cet autre compte faire la fête en famille. Comme je suis marié, je vais fêter avec ma femme et mes enfants à la maison. Le matin, j'ai donné l'argent à ma femme pour faire un plat copieux autour duquel nous allons festoyer. Cette étudiante ne compte pas fêter la Saint-Valentin vu qu'elle n'est pas en couple. Car pour elle, cette solennité est réservée aux mariés. J'ai l'impression que cette fête c'est faite pour les couples qui sont déjà mariés, pas pour les célibataires. Donc du coup, moi en gros, ça ne me dit rien. Je ne vais pas sortir, je vais rester à la maison, me concentrer sur mes cahiers. Il faut noter que Valentin était un prêtre catholique qui décida de marier en secret les amoureux. Il fut découvert et envoyé en prison jusqu'à sa mort. Devenu martyr, l'Église catholique le considère comme le saint patron des amoureux et instaure une journée pour lui rendre hommage chaque 14 février. La fête du théâtre a été annoncé ses couleurs ce week-end avec pour thème « Vivre ensemble ». L'objectif recherché par les initiateurs est de rendre la culture accessible à tous. La cérémonie qui a mobilisé une dizaine de personnes au studio Kira va durer près de 2 semaines. Djibril Ba, Aliouba au reportage. Pendant 10 jours, des artistes venus de tous les horizons vont essayer de créer ou imaginer ce qui est l'une des conditions de la société qu'on appelle le vivre ensemble. La plupart des spectacles se passeront dans le studio Kira, selon l'initiateur. Pour lui, l'art et la culture sont essentiels. On estime que la culture doit être accessible à tous, que tu sois, comment dirais-je, analphabète ou pas. À la tentative d'existence, en passant par des questionnements, des artistes comédiens, des metteurs en scène éblouissent le public par des démonstrations. On dit que le ciel, une partie du ciel vienne sur terre. Et en tant qu'humain, c'est notre rôle de faire descendre une partie du ciel sur terre. Le centre culturel franco-guinéen et les autorités adhèrent rapidement à cette initiative. Nous serons toujours avec ce magnifique projet et encore une fois je tire mon chapeau à Bilia et à son équipe d'avoir su maintenir le cap contre vents et marées avec tous les problèmes qui ont marqué la préparation de cette édition. C'est en étant ce que vous êtes que nous puisons ce que vous êtes pour fabriquer autre chose, mais qui restera toujours quelque chose d'une part de chacun d'entre nous. La fête du théâtre est un grand rendez-vous, mais aussi une véritable opportunité pour de nombreux artistes de faire valoir leur talent et bénéficier d'un appui pendant cette 6e édition.
Les résultats de l'enquête sur le leadership local des partenaires de Catholic Relief Service vient d'être présenté à Conakry. L'objectif de l'enquête consiste à identifier les insuffisances du leadership local en vue d'une proposition de stratégie de rattrapage à travers les séries de formations. Ali Badara Kamara et Ibrahima Souri Kamara nous font le point de cette situation. Depuis sa création, Catholic Relief Service a toujours marqué sa présence aux côtés des partenaires dans le cadre du développement humain intégral. C'est dans cette optique qu'une enquête a été lancée par l'organisme auprès de ses partenaires sur le leadership local. L'ambition est de préparer les partenaires locaux dans le cadre de les rendre autonomes dans les éventuelles activités du CRS. Comme vous le savez, la vision de CRS, c'est vraiment d'arriver à avoir des organisations partenaires qui soient fortes, capables de faciliter la mobilisation de ressources, capables aussi de pérenniser les interventions que nous faisons sur le terrain. Cette enquête a ciblé les organisations de la société civile locale, des organisations des églises et autres partenaires du CRS. Conformément aux résultats obtenus, une stratégie sera élaborée pour mieux accompagner les partenaires locaux. Ils œuvrent tous en ce sens-là pour permettre donc aux nationaux de savoir prendre connaissance des problèmes qui se passent, savoir aussi appeler des bailleurs de fonds pour assister le gouvernement dans sa lutte contre les maladies et puis dans le développement local. CRS appuie aussi la Guinée dans le renforcement des structures sanitaires, notamment l'accès des populations à des soins de santé primaires. Ce que nous comptons vraiment apporter dans cet atelier, c'est voir quels sont les vrais problèmes, d'abord que l'enquête a identifiés. Ensuite, nous allons essayer d'apporter nos contributions pour que le travail soit amélioré, afin que la population soit entièrement impliquée dans la gestion de sa santé. Une feuille de route sera mise en place par le Catholic Relief Service et ses partenaires avant de procéder à une formation en faveur des leaders locaux. À présent, place à notre angle. Je vous le disais au sommaire, l'enseignement technique et professionnel, le secteur de plus en plus attire les jeunes apprenants. Les raisons pour eux sont simples, décrocher le plus tôt possible un emploi afin de pouvoir subvenir aux besoins familiaux. Ils sont inscrits dans les filières comme la chaudronnerie, les BTP entre autres. C'est notre angle du jour, signé Marissa Kamara, Ibrahima Souri Kamara et Mohamed Silla. Pour améliorer leurs connaissances ou faire valoir leurs compétences à travers un métier, nombreux sont des apprenants qui choisissent de s'orienter vers une école professionnelle. Pour eux, apprendre un métier leur semble bénéfique pour une indépendance en ce sens qu'ils ont de meilleures perspectives de trouver un emploi. À l'École nationale des arts et métiers de Conakry, ils sont nombreux ces jeunes hommes et femmes à s'inscrire dans cette école professionnelle. J'ai opté l'école professionnelle pour la compétence et un emploi rapide. D'abord, l'école professionnelle, tu sors avec l'espoir. Si tu n'as pas l'accès dans les entreprises, tu as la compétence de créer ta propre entreprise. Donc, je sors avec l'espoir, je sors avec la compétence, avec l'expérience. Au lieu de rester comme ça, sans rien faire, je préfère faire un métier. Et c'est le métier là que j'ai aimé. Cette étudiante en licence 4 filière biologie médicale à l'université Gamal Abdel Nasser garde espoir quant à l'obtention d'un emploi à la fin de ses études universitaires. Cependant, elle est bien consciente des difficultés qui l'attendent sur le marché de l'emploi. Vraiment très difficile en Guinée ici, surtout si tu n'as pas d'appui, si tu n'as pas de relations dans les ministères et autres. Il y a aussi nous les filles qui sont confrontées à d'autres difficultés qui est le fait que quand tu pars demander un emploi ou un simple stage, il y a le chef de service qui te demande quelque chose en retour. Et nous savons tous ce que c'est. Donc ce n'est pas du tout facile, mais on garde l'espoir. Un autre amoureux de l'école professionnelle.
Il est diplômé en génie civil. Cet ingénieur rêve de faire de la Guinée un pays de référence en matière de construction. Je me suis orienté vers l'école professionnelle après l'université. Déjà, c'était un rêve d'enfance. Depuis mon enfance, je rêvais d'être ingénieur. La Guinée est un pays qui est en voie de construction. Quand vous remarquez, sur l'étendue du territoire national, presque l'ensemble de nos ouvrages, nous ne sommes même pas à 15% des réalisations. Donc, moi, je conseille à tout un chacun de s'orienter vers le BTP, afin que nous parvenions à avoir des ingénieurs, des techniciens. Dans cet autre institut de formation situé à Simbaya, dans la commune de Ratoma, la politique première de la direction est la qualification et l'insertion professionnelle. Les apprenants sont recommandés aux entreprises pour leur premier stage pratique qui peut parfois aboutir à un premier emploi direct. La vocation principale de cet institut, c'est d'aider les jeunes qui sortent des universités, qui sortent des centres de formation professionnelle à avoir une meilleure formation, une meilleure compétence pour l'insertion socio-professionnelle. Donc nous sommes en relation avec plusieurs entreprises de la place qui d'ailleurs passent par nous à tout moment pour solliciter notre concours pour le recrutement des jeunes. Du travail, il en existe. Ce professeur estime que l'État doit faire un véritable diagnostic du système de formation professionnelle afin non seulement de promouvoir les écoles de métiers, mais aussi permettre aux apprenants d'entreprendre ou se faire facilement embaucher une fois leur formation terminée. Je pense que l'État doit essayer de faire un véritable diagnostic du système d'enseignement dans notre pays parce qu'actuellement, la plupart des jeunes veulent forcément aller à l'université. On ne peut pas construire un pays rien qu'avec des universitaires, sinon qui va travailler dans des ateliers, dans des structures techniques. Donc je pense que nous devons d'abord essayer de savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Si vous avez beaucoup plus de cadres supérieurs que de techniciens, dans votre pays, ça ne marchera pas. Professeur Makanera, enseignant dans les universités privées et publiques, souligne qu'il faut identifier les profils d'apprentissage pour les étudiants afin de développer leur choix. Donc que l'encadrement est doux, il est pédagogique. Personnellement, j'interviens dans plusieurs matières hors programme de LMD pour permettre aux étudiants d'être opérationnels, c'est-à-dire aller vers le savoir-faire. Et de l'autre côté, le suivi est administratif parce qu'on le suit aussi. Pour que le diplômé guinéen ne chôme pas, il faut une politique nationale. Cette politique nationale va viser quoi? C'est identifier les postes de travail, les profils de travail, pour essayer de les lier au profil de formation. Les écoles professionnelles et techniques forment des ouvriers, acteurs principaux du développement, tandis que dans les universités, ce sont des cadres supérieurs qui y sont produits, nous confie un spécialiste des questions éducatives. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci. Merci également à la technique. Mais avant de vous quitter, je vous invite à suivre notre rubrique Publi Reportage. Et quant à moi, on se retrouve demain à 22 h. Portez-vous bien. L'Association des jeunes ressortissants pour le développement de Kankalabé se donne pour objectif l'amélioration des conditions de vie des citoyens de la sous-préfecture à la base. L'association a 3 postes électifs occupés désormais par un nouveau bureau. Le président sortant revient sur les acquis de sa gestion. Malgré l'immensité des défis et des tâches, nous avons œuvré de la manière suivante. Au niveau de l'éducation, un accompagnement permanent à la prise en charge des enseignants du lycée et le collège Kankalabé. Nous avons la santé, une campagne de sensibilisation contre le Covid-19.
Le président entrant est un membre actif qui milite depuis 2005 au sein de l'association. Ensuite, secrétaire en charge des sports et de la culture, avant d'être élu le 17 octobre 2021, président de la dite association. Il réaffirme son engagement à améliorer les conditions de vie des citoyens de la localité. Je réaffirme la ferme volonté et la profonde conviction de contribuer activement à l'amélioration des conditions de vie de notre localité à travers une impulsion dynamique avec les fils de la sous-préfecture de Kankalabé. Le président de la jeunesse de la préfecture de Dalaba, présent à la cérémonie, a invité le président entrant d'être à l'écoute de ceux qui l'ont élu. Monsieur le Président entrant, ce que je m'en vais vous dire, c'est d'être à l'écoute de ceux qui vous ont élu. De prendre toujours les décisions qui vont dans le sens de l'objectif pour lequel vous avez été élu. L'Association des jeunes pour le développement de Kankalabé a été créée en 2001 par les fils et filles ressortissants de Kankalabé dans le but de développer leur localité. Comme les années antérieures, le complexe professionnel et universitaire met encore sur le marché d'emploi plus de 300 étudiants diplômés, dont 200 filles issues des 11e et 12e promotions de l'université INSECT et des 25e et 26e promotions de l'Institut IFORPACA. Ces étudiants ont achevé 3 années de formation sanctionnées ce week-end par un diplôme. Une joie pour les encadreurs. Ces étudiants que nous couronnons, certains en licence, d'autres en BTS, c'est une joie pour nous. Et nous savons que nous pouvons être fiers de ce que nous avons laissé sur le marché de l'emploi parce que nous sommes confiants, nous savons qu'ils pourront vendre l'image de notre institution. Ils devront donc faire prévaloir, aujourd'hui je vais dire carton, aujourd'hui je vais dire parchemin que nous leur mettons, mais aussi dire qu'ils sont les ambassadeurs de IFORPAC et de l'Université INSET. Ces diplômés ont d'abord remercié les encadreurs qui ont contribué à leur formation avant de lancer un appel pour faciliter leur insertion professionnelle. À toutes ces personnes physiques ou morales ici présentes ou non, de faciliter notre insertion professionnelle en nous accordant des stages pratiques ou des emplois auxquels nous aspirons au sortir de cette cérémonie. Ces différentes promotions portent le nom de l'opérateur culturel Malikébé. Conscient des réalités du marché de l'emploi, il invite ses diplômés à poursuivre leur formation. Sur le banc, la réalité de l'école elle est différente de celle de la vie professionnelle. C'est à eux d'abord de se remettre en cause. La formation elle est continue, elle ne doit pas s'arrêter là parce que ce n'est que leur premier diplôme professionnel. Donc ils doivent faire leur licence, faire des masters, pourquoi pas faire des MBA pour demain être vraiment très compétitif sur le marché. Ce complexe professionnel et universitaire existe depuis 1993 pour le professionnel et 2006 pour l'université.